Cette nouvelle rencontre qui s'intitule tout simplement et très sobrement les personnages. Et Dieu sait que ces personnages de romans, ils nous parlent. Nous allons les évoquer avec vous, Natalia Borodine. Le scénario de Prague, c'est votre actualité, c'est au Te cherche midi. Avec vous, Charlie Roquin, nous allons évoquer des personnages et puis nous allons aussi évoquer Wagner avec les maîtres de Bayreuth, aux éditions du Cherche Midi également. Et puis avec vous, François Duluc, dans un autre registre et une autre écriture, nous allons évoquer un personnage qui fait partie de la grande histoire, mais que la mémoire collective a sans doute un peu oublié. C'est le marquis de Bonnet. Je reviens vers vous, messieurs, dans un instant. On va commencer avec vous, Natalia Borodine. C'est votre premier roman. C'est un roman, certes, mais c'est un roman, et vous allez nous l'expliquer sans doute assez rapidement, dans lequel vous êtes assez présente. Dans le roman, le personnage s'appelle Lara. Lara, nous sommes dans les années 60, nous sommes à Prague, elle va suivre des études de cinéma, et puis elle va surtout avoir un enseignant qui est un personnage charismatique dont tout le monde est plus ou moins amoureux, en tout cas il fascine tout le monde. Et dans le roman, ce personnage s'appelle Roman Cantor, mais très vite on va se douter qu'il y a un autre personnage qui se cache derrière. Comment est-elle cette histoire du scénario de Prague? Qu'avez-vous eu envie de nous raconter? Alors, c'est bon, allez-y, oui. Voilà, parfait. Je tiens quand même à préciser une chose qui n'a jamais été dite, que ce livre est un résultat de peut-être 30 ans de travail. C'était pas écrit dans une semaine ou dans un an. Je l'ai commencé quand j'étais encore jeune. Je suis scénariste. Mais vu que je devais gagner ma vie, vu que j'écrivais des scénarios, je ne pouvais pas poursuivre. Donc je poursuivais l'écriture de temps à autre. Et puis récemment, ma productrice était tombée malade et nos projets, deux très avancés de scénarios de films, étaient arrêtés. Donc je me disais, bon, qu'est-ce que je peux faire? Donc je suis revenue à cette histoire. Alors, ce que je voulais écrire, surtout, dont je voulais parler, c'était l'éducation. Je voulais parler d'une relation qu'un professeur peut avoir avec ses élèves qui sont à l'école artistique, parce que ça m'a donné la possibilité de diminuer le nombre, parce que quand vous étudiez, je ne sais pas, l'ingénierie ou mathématiques, il y a beaucoup d'élèves dans une classe, donc la relation ne peut pas être aussi étroite, aussi forte que, disons, dans une école où nous étions 5 élèves. Et il est vrai que le départ, c'était l'expérience que j'ai eue pendant 5 années d'études à l'Académie des Arts à Prague, dans la classe de Milan Kundera, de l'écrivain Kundera. Mais, disons, ce qui m'a encore plus poussée, parce que je lisais beaucoup, j'adorais le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein et Vladimir Nabokov, l'écrivain russe, américain. Et j'ai lu après différents témoignages d'étudiants de Wittgenstein et de Nabokov. Et ça m'a rappelé énormément ce que j'ai vécu avec Kundera à Prague. Donc c'est pour ça le personnage de Cantor, c'est un mélange de ces trois personnages qui avaient les méthodes pédagogiques qui seraient décriées aujourd'hui, qui ne seraient jamais acceptées, qui seraient tout à fait politiquement incorrect. Si je vous entends bien, Natalia Borodine, le personnage de Lara vous ressemble énormément, mais en revanche, Cantor, c'est un mélange de plusieurs personnages, oui. Mais c'est quand même Kundera qui ressort le plus. Qui est au début, absolument. J'ai commencé à écrire, comme toujours, j'écris les scénarios depuis 30 ans, j'ai commencé à écrire à la 3e personne. Et en arrivant à peu près au milieu, je me disais non, je ne peux pas écrire ça à la 3e personne. Parce que ce n'est pas aussi fort, ce n'est pas aussi sincère. Comme j'utilise le temps présent, parce que mon français n'est pas assez bon dans le temps. Dans passé simple, je ne maîtrise pas très bien. Et comme le scénario, on écrit toujours au présent, donc je préférais écrire au présent. Et dans ce cas-là, je préférais utiliser le jeu.
la première personne. Et de ce fait, bien sûr, on me dit oui, c'est une autobiographie. Non, ce n'est pas une autobiographie, même si j'ai vécu dans beaucoup de pays du monde où le travail de mon mari m'a amené. Mais ce n'est pas une autobiographie. Et il est bien marqué roman sur la couverture. On va reparler de ce livre dans un instant. Avec vous, Charlie Roquin, alors je rappelle qu'on vous connaît déjà en librairie, il y a eu le Roi, ça c'était en 2021-2022, enfin c'est votre précédent titre, et puis aujourd'hui Les Maîtres de Bayreuth. Et alors là, vous allez nous emmener dans l'univers de Wagner avec Moshe Gribnich. C'est un critique musical. Tous les ans, on le retrouve au Festival de Bayreuth. Ses paroles sont bues par des milliers d'aficionados. Le soir, on le retrouve dans une taverne où il dit tout ce qu'il sait et tout ce qu'il pense de Wagner, jusqu'au jour où quelqu'un se permet un petit peu de le contredire. Et ça va pas bien, ça va pas vraiment lui plaire. Pourquoi avoir eu envie de nous emmener comme ça dans cet univers wagnérien? C'est un compositeur qui vous touche, qui vous émeut? Alors c'est un compositeur que je connaissais peu quand j'ai décidé d'écrire cette histoire. Je connaissais déjà, on va dire, la musique classique. En revanche, j'avais bien compris qu'au sein de la musique classique, il y a un monde tout à fait particulier qui est celui des wagnériens. Et quand je sens l'existence d'un monde à la fois, je dirais, assez niche, avec des gens qui sont absolument passionnés, puisque j'avais pu rencontrer quelques wagnériens, et quand ils vous parlent de la musique de Wagner, c'est quelque chose, on sent, d'extrêmement important dans leur vie. On comprend rapidement que Wagner, pour eux, n'est pas un compositeur parmi d'autres, mais que c'est c'est Wagner et c'est Wagner qui lyrique toute leur vie, et quand ils vous parlent de Wagner et de ses œuvres, ils ont les larmes aux yeux parfois. Donc là, je me disais, voilà, ça a l'air d'être incroyable comme univers à explorer, et ensuite à recréer pour en faire le cadre de mon histoire. Ce qui veut dire que vous avez vécu une immersion, vous êtes vous-même allé à Bayreuth, vous vous êtes frotté aux aficionados, aux spécialistes de Wagner, ou au contraire, vous avez gardé une certaine liberté par rapport à cela? Non, tout à fait, j'ai fait ce travail. Alors d'abord dans les livres, puisqu'à distance on peut quand même faire une grande partie du travail de recherche en lisant des livres, en regardant des vidéos, en allant tout simplement à l'opéra, voir les opéras de Wagner. Je suis allé... en fait, j'avais pas la possibilité d'assister au festival avant de commencer l'écriture. Et en même temps, je sentais que c'était une bonne chose, que commencer à écrire sans être allé sur place allait m'aider à me sentir plus libre et à donner la priorité à l'imagination sur le compte-rendu fidèle. Donc je suis allé une première fois tout de même hors saison à Bayreuth, juste pour repérer les lieux et ne pas écrire de choses complètement incohérentes en termes de géographie ou de description des lieux. J'ai commencé à écrire. Et ensuite, je me suis rendu au festival, alors que j'avais déjà bien entamé l'écriture. Et j'ai été très content d'avoir fait dans ce sens-là, puisqu'effectivement, il me semble que écrire, c'est avant tout faire un travail de création, que les recherches doivent uniquement aider la création, lui donner un cadre, une assise. Mais pour moi, si le souci de véracité prend le pas sur l'imagination, déjà, la littérature s'en trouve un peu diminuée. Donc, je suis allé au festival. C'est venu un peu confirmer les impressions que j'avais eues, que je m'étais faites par moi-même, alimenter la suite de l'écriture. Mais pour autant, je me suis dit, voilà, c'est très bien. Il y a une différence entre mon Bayreuth à moi, mon roman, et la réalité du festival de Bayreuth. Et c'est très bien ainsi. Alors précisons-le, même si Wagner, l'univers wagnérien est très présent dans le roman, même si Bayreuth sert de cadre, la finalité du roman, c'est bien aussi cette dualité, cette rivalité entre ces deux personnages. Il y a donc Moshe Gribnich, dont je parlais précédemment, qui est le spécialiste wagnérien, le critique, et tout le monde boit ses paroles. Et puis un jour, il y a donc un jeune homme qui va venir le contredire et qui va venir marcher sur ses plates-bandes. Et on va découvrir au fil des pages qu'au-delà de la question wagnérienne, il y a sans doute une dualité plus profonde. Parce que finalement, c'est ça que vous aviez envie de nous raconter. Est-ce c'est une sorte de querelle entre les anciens et les modernes, et puis c'est aussi des secrets, des non-dits. Qui est-il, Moshe? Alors, en l'occurrence, le personnage principal, donc Moshe, il est inspiré d'une personne que j'ai vraiment connue.
pas telle qu'elle était réellement, mais telle que j'imaginais, telle que je l'imaginais. Enfin, concrètement, c'était un professeur d'allemand que j'ai eu, qui était passionné par la musique de Wagner, qui en parlait avec beaucoup d'émotion, d'érudition, de prétention, enfin, un certain orgueil aussi. On sentait qu'il était très fier de son érudition wagnérienne et opératique en général. Et en même temps, je sentais voilà, qu'il y avait eu dans sa vie des choses compliquées, des histoires d'amour tragiques, peut-être une homosexualité qui avait été compliquée à gérer, des blessures d'ego, que cette personne avait voulu devenir chanteur mais qu'il n'avait pas assez de talent certainement pour percer. Et c'est à partir de là, cette personne est morte il y a quelques années, ça me travaillait, je me disais, j'aime bien alors déjà j'aimais bien cette personne, mais je me suis dit aussi, j'aime bien ce type de personnage dont un orgueil de façade cache en fait une grande fragilité. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu faire, créer ce personnage qui, en tant que critique wagnérien, est extrêmement important, orgueilleux, etc. Et qui se révèle être très fragile et blessé dans son intimité. Et qui est extrêmement déstabilisé par ce jeune homme qui vient le contrecarrer. Oui, tout à fait. Donc ce jeune homme qui vient, on comprend rapidement qu'il y a un lien de famille entre eux, qu'il y a une querelle familiale, qu'il y a eu un troisième personnage qui les lie, qui les relie l'un à l'autre. Et oui, et ce jeune homme qui arrive, d'une part me permettait donc de lancer une intrigue, je dirais un peu comme dans une sorte de western, où vous avez le shérif qui règne sur la ville et puis un jeune cow-boy qui arrive et qui défie l'ordre établi. Et plus profondément, ce jeune personnage me permettait d'interroger. Ce que je voulais, c'était interroger le rapport que nous avons à une passion. Alors en l'occurrence, ce qui lie ces deux personnes, c'est la passion de Wagner. Voir comment une passion, un compositeur, mais on pourrait transposer ça dans beaucoup d'autres domaines, peut créer un point commun entre des personnes et sous différents aspects, parce que le compositeur était intimement lié à la vie d'un tel, parce que l'autre a voulu devenir un chanteur qu'il n'a pas pu, et faire des sortes de variations en fait autour d'une même œuvre, d'un même artiste. On revient vers vous tout à l'heure pour continuer à parler de Moshe, des maîtres de Bayreuth. Avec vous, François Duluc. Alors là, nous avions effectivement deux romans, mais là, nous sommes dans un tout autre sujet, puisque nous sommes plus dans un esprit de biographie, avec, je le disais, le Marquis de Bonnet. C'est vrai que si l'on pose la question, le Marquis de Bonnet, je pense que peu de personnes sauront le replacer dans l'histoire, et pourtant il a eu son importance, puisque la Déclaration des droits de l'homme lui doit beaucoup. C'est ce que vous nous racontez dans cet ouvrage, le père oublié de la Déclaration des droits de l'homme. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce personnage ? Ma motivation est tout à fait simple, elle est d'ordre familial. Il se trouve que le Marquis de Bonnet est un de mes ancêtres du côté de ma mère, et que par conséquent, j'ai hérité de centaines de lettres, notamment les lettres qu'il a écrites à sa maîtresse, Madame de la Briche, qui était d'ailleurs la belle-sœur de Louise d'Épinay, la protectrice de Jean-Jacques Rousseau. Lettres qu'il a écrites pendant 35 ans, quasiment tous les jours, sauf pendant la période, je dirais, de la terreur, où les correspondances étaient assez difficiles, voire dangereuses. Et donc ces lettres m'ont permis de mieux connaître sa vie et d'avoir envie d'enquêter sur lui, un peu comme Sherlock Holmes. J'ai pu reconstituer toute sa vie en allant dans des archives privées, publiques, en France et dans toute l'Europe, parce qu'il a énormément voyagé dans sa vie, à la fois dans l'émigration, où il était secrétaire particulier de Louis XVIII, et à la Restauration, où il a eu plusieurs postes d'ambassadeur. Et donc, de cette façon, je crois avoir un peu fait le tour de sa vie et pouvoir connaître quasiment jour par jour ce qu'il a fait pendant 75 ans. Je connais tous les livres qu'il avait dans sa bibliothèque, tous les vins qu'il avait dans sa cave. Et je crois que, certes, mon livre est une biographie, ce n'est pas un roman, mais je crois pouvoir dire que cette vie est extrêmement romanesque. C'est un personnage dont on vous parlait lorsque vous étiez gamin, et il faisait partie de l'univers familial, ou au contraire, est-ce qu'on le laissait un peu de côté ? Absolument pas. Personne ne s'intéresse à l'histoire dans ma famille. Tout le monde l'avait oublié, y compris dans ma famille. Ma grand-mère m'avait simplement, sachant que j'étais intéressé par l'histoire, bon, j'ai fait Sciences Po, je ne suis pas historien, mais disons que j'ai étudié l'histoire contemporaine depuis la Révolution. Ma grand-mère m'avait, avant sa mort, m'avait donné ses lettres, ses carnets, ses manuscrits, notamment de la période de la Révolution française.
Et alors vous l'avez laissé entendre, il a traversé la Révolution, et puis j'ai envie de dire, en employant une expression assez triviale, qu'il s'en est plutôt bien sorti, puisque après la Révolution, il revient, il a une bonne place pendant la Restauration, il continue à accompagner le pouvoir royal. Néanmoins, concernant la Déclaration des droits de l'homme, on lui doit finalement plusieurs articles. Déjà, on lui doit le fait que la déclaration existe, puisqu'à un moment, tous les députés essayaient un petit peu de placer leur propre texte. Toutes les stars de l'Assemblée constituante, Sieyès, Lafayette, Mirabeau, et aucun de ces textes ne trouvait grâce aux yeux des autres députés. Et donc Bonnet a dit, à ce moment-là, nous allons faire la chose suivante, nous allons voter à bulletin secret entre les 27 projets qui ont été rédigés par les différents députés. Il se trouve que le projet que Bonnet défendait et qui a finalement été élu au suffrage universel, au scrutin, c'est le seul projet anonyme de l'ensemble de l'Assemblée nationale. Il avait le mérite de pouvoir être modifié sans heurter la moindre susceptibilité. Et Bonnet a proposé qu'à partir donc de ce canevas, on débatte article par article, amendement par amendement, pour aboutir à la déclaration. Et alors que l'Assemblée s'apprêtait à renoncer à adopter une déclaration, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver une méthode de travail, grâce à Bonnet, en quelques jours, elle a pu le faire. Et Bonnet lui-même, notamment, a rédigé les articles 7, 8 et 9 sur la justice et l'article 10 sur la liberté d'opinion, y compris en matière religieuse. Comment expliquez-vous la méconnaissance que nous avons aujourd'hui de ce personnage de l'histoire, de la grande histoire? Alors, moi, ma théorie, elle est la suivante. L'histoire de la Révolution française, elle a largement été instrumentalisée par le pouvoir politique à partir des débuts de la Troisième République. C'était un enjeu républicain à un moment où la Troisième République n'était pas très établie en France. Les monarchistes étaient encore très nombreux à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'à la Chambre des députés, la République n'a été adoptée qu'à une voix de majorité, le fameux amendement Vallon. Et donc, il y a eu de la part des ministres républicains, et notamment radicaux plus tard, de l'Éducation nationale, la volonté de gommer tout ce qui a été l'apport des monarchistes, des aristocrates, dans la Révolution française et dans la Déclaration des droits de l'homme. Et j'ai retrouvé des instructions de ministres de l'Éducation nationale de la Troisième République disant clairement qu'il fallait éviter de mentionner le nom de Bonnet et plutôt dire que la Déclaration des droits de l'homme était l'œuvre de Mirabeau, qui certes était un aristocrate, mais il avait été élu par le tiers-État d'Aix-en-Provence. On va reparler dans un instant du marquis de Bonnet. Je rappelle que la thématique de notre rencontre, ce sont les personnages. Alors Natalia Borodine, je reviens sur le scénario de Prague, parce que, on l'a dit, c'est un roman, parce qu'effectivement, vous nous l'avez expliqué, Lara, c'est un peu vous, et puis Cantor, c'est à la fois Milan Kundera, mais agrémenté aussi d'autres personnages. Expliquons que dans le livre, au-delà de la fascination que ce professeur exerce sur ses élèves, on va aussi parler de l'exil, on va aussi parler du temps qui passe et puis de la mémoire. Est-ce qu'il y avait une appréhension à mettre Milan Kundera comme ça en filigrane dans un personnage, Milan Kundera qui nous a quittés récemment? Est-ce qu'il y avait une appréhension à raconter cette histoire? Au contraire, vous vous êtes dit, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, puisque vous nous l'avez dit, c'est un livre que vous portez depuis des années? Non, parce que je dis c'était l'histoire du professeur tout d'abord, et puis j'ai un ami qui lit mon texte pour voir, parce que comme c'est pas ma langue maternelle, le français, alors lui, il a lu la première partie qui était que le professeur et ses élèves. Et il m'a demandé, mais qu'est-ce qu'elle devient la narratrice? Et moi je dis, mais c'est pas important, c'est pas l'histoire de la narratrice. Et il m'a dit, si, ça m'intéresse la narratrice. Donc grâce à cet ami, j'ai continué. Donc j'ai raconté l'exil. Là, c'est beaucoup plus personnel, bien sûr. J'ai raconté justement en filigrane, pas Kundera, c'est pas en filigrane, c'est très clair et net. Mais en filigrane, j'ai raconté mes parents, que mon éditeur, monsieur Jean-Michel de la Comté, m'a demandé d'enlever, et il avait raison. Bon, je l'ai fait un peu avec... c'était assez douloureux, parce que je voulais absolument raconter cette histoire, mais en filigrane. Je ne voulais pas écrire un livre sur mes parents, en aucun cas. Mais bon, j'ai dû enlever 100 pages pour que ça reste vraiment l'histoire d'un professeur et de ses élèves. Mais avez-vous eu l'impression, puisque cette histoire
est très proche de la vôtre. Avez-vous eu l'impression finalement que vous arriviez à vous cacher derrière Lara, derrière Cantor? Est-ce que c'était une façon peut-être justement de garder pour vous certains souvenirs que vous n'aviez pas envie de coucher sur le papier? Vous savez, comme j'ai dit, que j'ai commencé il y a 30 ans à écrire cette histoire. Donc ça a pris 30 ans et puis finalement, il y a 30 ans, je n'aurais pas pu terminer. Ce que j'ai dit à M. de la Comté, j'ai beaucoup regretté que Kundera n'ait pas pu le lire. Parce qu'il était en vie encore quand le livre était publié, mais il était déjà très malade. Donc malheureusement, et ça je regrette, parce que pour moi c'est une forme d'hommage aussi. Et pas seulement à Kundera, mais à tous ces professeurs qui étaient comme lui, comme Wittgenstein, comme Nabokov. C'était les professeurs très audacieux et inoubliables surtout, même si leur méthode ne serait pas acceptée maintenant, j'imagine. Ce livre est une sorte d'aboutissement? Oui, c'est-à-dire que quand je l'ai terminé et quand M. de la Comté était la première personne à qui je l'ai envoyé, je me disais maintenant je peux mourir. Maintenant ça suffit. C'est un premier roman. Oui. Est-ce à dire que l'envie de l'écriture maintenant est là et que vous avez peut-être envie de repartir vers d'autres sujets, peut-être plus éloignés de vous, pourquoi pas avec d'autres Oui. personnages? J'aurais aimé écrire le scénario, mais ma productrice est très malade. Et puis maintenant, bon, il y a Amazon, il y a des plateformes. Ce n'est plus comme il y a quelques années, il y a 10 ans, 15 ans, avec un producteur avec qui on a pu travailler. C'est beaucoup plus compliqué maintenant. Je ne sais pas. Maintenant, je ne sais pas, mais j'étais épuisée par ce livre, épuisée entièrement. En tout cas, c'est un livre qui est passionnant parce qu'il raconte aussi une époque, il raconte aussi une période, il raconte un enseignement, c'est ce que vous expliquez, mais il raconte aussi ce personnage qui était Milan Kundera. Les personnages, il en est question avec vous dans Les Maîtres de Bayreuth, ça avait déjà été le cas dans Le Roi. Hein. Comment construisez-vous vos personnages d'ailleurs? Est-ce qu'ils sont dès le départ, vous savez exactement qui ils sont, où ils vont aller, ou est-ce que vous vous laissez un petit peu porter par ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes? Alors j'aime bien avoir des personnages hauts en couleur. C'est le cas là. Bien visuels, bien théâtraux, au moins dans une première partie du roman. Pour moi, l'écriture est un exercice de simplification du réel. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit arriver à quelque chose de simpliste. Mais pour moi, un personnage, c'est comme un croquis. En quelques traits, on peut saisir une expression. Et donc avant de commencer un roman, je vérifie, voilà, mes personnages, chacun est défini par une ou deux choses. Voilà, donc quelque chose de simple, de visuel. Et ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir toujours une évolution en cours de roman et un approfondissement. Se rendre compte que tel personnage qu'on pensait simplement prétentieux s'avère être en réalité humble. Généreux peut en fait être égoïste. Encore une fois, ça peut paraître assez simple, mais je crois que c'est déjà difficile à faire. De bien saisir une expression et d'arriver à la faire évoluer pour que la perception du lecteur évolue avec. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Avez-vous écrit avec la musique de Wagner dans les oreilles, ou au contraire vous en êtes-vous complètement écarté? Même si vous nous l'avez dit, vous êtes allé à Bayreuth, même si vous nous l'avez dit, vous avez rencontré des spécialistes, mais est-ce que la musique de Wagner a accompagné l'écriture? Alors, pendant l'écriture elle-même, je n'écoute jamais de musique, puisque pour moi l'écriture est déjà une musique en soi, donc écrire en écoutant de la musique, je parle que pour moi, parce que je sais que de très bons auteurs le font, mais pour moi c'est comme avoir deux musiques en même temps, donc je ne peux pas. J'écoutais beaucoup de Wagner entre différentes sessions d'écriture, et puis c'était très stimulant, d'autant que Wagner est un compositeur qui invite au grand, au dépassement de soi. Donc c'est stimulant, très stimulant. On va terminer avec vous, François Duluc, puisque nous parlons des personnages. C'est pas évident de s'emparer d'un personnage qui a réellement existé. Est-ce qu'il y a là aussi, même si c'était un aïeul, même si c'est un membre de votre famille, est-ce que vous avez un peu hésité à un moment à raconter son histoire? Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que je ne le trahis pas?
Non, je n'ai pas hésité une seconde, et je dirais que je ne prenais pas de risque dans la mesure où je suis son seul héritier, donc il n'y a pas de contestation possible d'autres héritiers. Et d'autre part, il n'y a jamais eu d'ouvrage écrit sur lui, jamais de biographie, donc je ne risquais pas d'être en porte-à-faux avec d'autres sources. Mais je n'ai pas hésité parce que j'ai pensé que c'était véritablement une vie passionnante, extrêmement romanesque, qui touche à tous les sujets. On n'a pas le temps d'en parler, mais y compris à la littérature, puisqu'il a traduit le Tristram Shandy de Sterne, qui fait 1000 pages, reprenant là où Voltaire et Diderot avaient échoué, avaient interrompu leur travail. Et cette traduction a été admirée par Pouchkine ou par Victor Hugo, par exemple. Et j'ai donc trouvé que ce personnage méritait qu'on lui consacre un ouvrage, et que dans cet ouvrage, on trouve effectivement des centres d'intérêt très variés, quel que soit ce qui peut vous intéresser, aussi bien l'histoire, la politique, la philosophie, la littérature, la diplomatie, et même les sciences, puisqu'il était passionné de sciences et qu'il a fait quelques découvertes dans ce domaine. Le défi n'est pas simple, parce que pour Charlie Roquin, en l'occurrence, ce sont des personnages fictifs. Pour ce qui concerne Natalia, ce sont des personnages fictifs, même si effectivement ils sont inspirés de personnages authentiques. Vous n'empruntez que des personnages qui ont réellement existé, votre aïeul bien sûr, mais aussi tous ceux qu'il a côtoyés. Ça veut dire que là, on fait œuvre d'historien, ce que vous êtes. Comment faire justement pour que chaque personnage soit à sa place ? Quelles ont été, au-delà des recherches familiales que vous avez faites, comment avez-vous travaillé ? Eh ben, écoutez, j'ai travaillé comme tous les historiens. J'ai fait des années, moins que madame, qui apparemment a travaillé pendant 30 ans. Moi, j'ai fait à peu près 5 années de recherche, mais où je n'ai fait que cela. Dans toute l'Europe, en France, dans les archives privées, les archives publiques, je crois vraiment avoir épuisé toutes les sources possibles et imaginables. Et j'ai donc découvert des choses non seulement sur Bonnet, mais également sur ses amis de l'époque, sur ses fréquentations. Parce que là, vous nous racontez une belle période de l'histoire de France. Absolument. Et puis, évidemment, c'était un intime, par exemple, de Talleyrand, de Madame de Staël. Et donc, sur d'autres personnages beaucoup plus connus que lui, j'apporte des informations, je crois, qui sont assez inédites. Je n'en veux pour preuve que le fait que de grands historiens comme Jean Tullard ou Emmanuel de Varesquiel m'ont écrit qu'après avoir lu mon livre, ils ont appris sur cette période des choses qu'ils ignoraient malgré toute une vie de recherche. Qu'ils soient purement inventés ou qu'ils soient authentiques, ces personnages deviennent des amis de papier. Votre actualité, François Duluc, c'est aux éditions Passé Composé. Ça s'appelle Le Marquis de Bonnet, le père oublié de la Déclaration des droits de l'homme. Merci Natalia Borodine pour votre présence ici à Pont-l'Évêque. Le scénario de Prague et la mémoire de Milan Kundera, c'est aux éditions du Cherche Midi. Et puis votre actualité, puisque vous êtes dans la rentrée littéraire, Charlie Roquin, ça s'appelle Les Maîtres de Bayreuth et c'est aussi aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup à tous les trois et puis merci beaucoup de votre présence à vous cet après-midi. Maintenant, les auteurs sont à vous. Merci.